Bonjour à toutes et à tous. Donc, dans la continuation des séries de cours qui concernent la thermodynamique, donc nous avons vu durant le cours passé la première loi de la thermodynamique, qui est la loi de la conservation de l'énergie. Donc, nous avons dit que la première loi stipule que l'énergie se converte d'une forme à une autre et qu'elle est conservative, c'est-à-dire que delta E de n'importe quel système égale à Q plus W, et l'énergie de l'univers est maintenue constante. Nous avons vu toutes les conséquences qui concernent cette première loi, surtout au niveau des réactions chimiques, parce que nous, on s'intéresse aux réactions. Donc, nous avons dit que la première conséquence caractérise une enthalpie delta H, et nous avons spécifié une enthalpie standard, si vous vous souvenez bien. Nous avons dit qu'il s'agit d'une enthalpie standard calculée à des conditions standards, qui est delta H 0. Et nous avons dit tout corps possède aussi, ou bien toute molécule, bon, je dirais toute molécule possède aussi ce qu'on appelle delta H de sa formation. Et cette delta H de formation est la chaleur dégagée ou bien absorbée à partir des éléments constitutifs d'une molécule ou bien d'un corps. Tenons compte que les éléments de référence, c'est-à-dire les éléments qui sont pris à leur état standard, donc nous avons dit que leur delta H, F égale à 0, donc nous avons appliqué ça généralement pour les éléments de tableau périodique. Voilà, et nous avons dit aussi une information qui est très importante, que lors d'une réaction chimique, on peut calculer la chaleur dégagée ou bien absorbée de cette réaction qui est appelée delta H 0R, qui égale tout simplement, en appliquant la loi de Hess, la sommation de toutes les delta H 0 de formation des produits moins la sommation de toutes les delta H de réactifs. Voilà, nous avons dit que cette chaleur peut être calculée dans un laboratoire à l'aide des calorimètres. Deuxième conséquence appliquée pour les delta H, nous avons aussi spécifié ce qu'on appelle delta H de la chaleur latente. Nous avons dit que tout corps peut changer sa nature en changeant ou bien en absorbant ou bien en dégageant une chaleur. Nous avons dit qu'il s'agit d'états de fusion, de vaporisation et de sublimation. Voilà. Bon, il y a aussi une enthalpie de liaison. Cette enthalpie nous permet de calculer les énergies de toutes les liaisons chimiques qu'on a. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le cas où nous avons discuté les liaisons chimiques, nous avons dit que toutes les liaisons possèdent une énergie, possèdent une longueur. Nous avons dit aussi que durant la formation d'une liaison, et nous avons pris le cas de l'hydrogène, la molécule H2O, nous avons dit que cette liaison possède une énergie, si vous vous souvenez, de l'ordre de 435. Et cette liaison, cette force, cette énergie, elle est très importante. Ça veut dire quoi? Si on veut faire la rupture de la liaison HH, on aura besoin d'une quantité de chaleur qui égale 435 kJ. Voilà. Bon, bien sûr, la question qui se pose, comment les gens, ou bien les scientifiques ont pu calculer cette énergie. Donc, la méthode, c'est de faire une réaction chimique où on fait la rupture de la liaison dont on cherche à calculer son énergie. Donc, on va prendre tout de suite ce cas-là. Par exemple, si je veux calculer l'énergie de la liaison CH, je prends une molécule simple où elle comporte
cette liaison-là. Et on va faire, bien sûr, à des hautes températures, bien sûr, à la phase gaz. Et nous avons discuté pourquoi la phase gazeuse. Parce que la phase gazeuse permet d'éviter toutes les perturbations dues au calcul. Voilà, donc on va faire une rupture. Bien sûr, la molécule, elle est stable. Donc, si on va briser les 4 liaisons de la molécule CH4, on aura besoin, bien sûr, d'une chaleur. Donc, on peut calculer cette chaleur par l'application de la loi de Hess. Donc, dans une phase gazeuse, on va briser les 4 liaisons et on va créer le carbone à l'état gaz et plus les hydrogènes. Donc, ces hydrogènes-là, je les ai mis en H point pour dire qu'il y a une rupture totale de la molécule de CH4. Voilà. Donc, si on veut calculer l'énergie nécessaire, bien sûr, c'est une énergie, certainement, elle est positive parce que le processus, il est endothermique. Donc, on applique la loi de Hess. Sommation de tous les enthalpies de formation des produits moins la sommation des delta H0 de formation des réactifs. Passons maintenant aux produits. Produits, nous avons le carbone à l'état gaz, certainement. Le carbone dans son état de référence, ce n'est pas un gaz, donc c'est un solide. Donc, il nous faut une chaleur pour le faire passer à l'état gaz. Cette chaleur-là, ça a été discuté, c'est la chaleur latente. Ou bien c'est delta H, 0 de changement d'état du carbone. Donc, pour faire passer une mole de carbone solide au carbone gaz, il suffit de donner au système une chaleur de l'ordre de 718 kJ. De même pour l'hydrogène. Donc, pour créer 4H, il faut normalement briser 2 molécules de H2, c'est-à-dire on dispose de 2 molécules de H2 en connaissant que chaque molécule de H2 possède une énergie de 435, c'est-à-dire chaque possède 435 divisé sur 2, donc ça veut dire 217. Donc, on multiplie 217 fois 4 parce que la stéchiométrie exige 4 atomes. Donc, on va faire la sommation de ce côté-là et on revient au réactif. Réactif, nous avons la molécule CH4. CH4, cette molécule-là est à l'état gaz. Donc, on peut voir le CH4 de formation de delta H de formation de cette molécule. J'ai donné un tableau, donc si on va consulter ce tableau, on aura une valeur de moins 74,9. C'est-à-dire pour créer une mole de méthane à l'état gaz, il nous faut, ou bien cette réaction dégage une chaleur de moins 74 ou bien moins 75 kJ par mol. Donc, on va faire la soustraction et on aura une chaleur de l'ordre de 1665. Regardons cette importante chaleur. Et certainement, c'est logique parce que le phénomène est un phénomène vraiment endothermique parce qu'on va passer d'un état stable à un état instable. Et là, c'est l'énergie pour briser la molécule CH4. Et comme la molécule CH4 comporte 4 liaisons CH, et nous, on cherche l'énergie de chaque liaison. Donc, il s'est fait de diviser sur 4 et voir la valeur 416. Voilà, ça c'est un exemple pour calculer la liaison CH, mais on peut appliquer cette méthode-là pour calculer toutes les énergies des liaisons des molécules qu'on a. Et là, on a figuré dans ce tableau les valeurs calculées expérimentalement. Donc, si je prends par exemple, je reviens à HH, regardons la valeur que nous avons citée un jour dans le cours de la liaison chimique. Voilà. Donc, cette diapositive discute, bien sûr, ça a été discuté aussi, concernant la relation importante entre la chaleur et la température. Revenons à dire que la chaleur dégagée ou bien absorbée, elle est proportionnelle à la différence de la température. Et cette loi dite la loi de Joule. Donc, il suffit de connaître Cp pour n'importe quelle molécule. Cp, nous avons dit, c'est la capacité calorifique, c'est al-Hararia, c'est-à-dire la chaleur stockée dans une mole de molécules. Et comment on peut la connaître? Si on va faire augmenter sa température de 1 degré et mesurer cette chaleur. Voilà.
La conséquence aussi importante concernant delta H, c'est comment on peut calculer, par exemple, une chaleur inconnue. Par exemple, nous avons une réaction chimique qu'on ne connaît pas la chaleur, soi-disant, directe, la chaleur dégagée. Et en revanche, on connaît quelques petites chaleurs qu'on peut les utiliser pour connaître la chaleur directe. C'est-à-dire, je vous donne tout de suite cet exemple-là qui illustre l'idée. L'idée qu'en thermodynamique, on peut créer ce qu'on appelle un cycle thermodynamique, c'est-à-dire une série de transformations qui vont amener les réactifs aux produits finaux par l'intermédiaire de plusieurs chemins. Pourquoi cette idée-là? Bon, certainement, c'est parce que delta H est une fonction d'état, parce qu'elle ne dépend pas du chemin suivi. Nous avons discuté ça très, très bien. Nous avons dit que je peux passer de réactif au produit sans voir le chemin suivi, c'est-à-dire delta H ne dépend pas du chemin, donc je peux voir plusieurs chemins pour y arriver. Bon, ça, c'est la définition que nous avons discutée la fois passée. Voilà. Bon, cette idée-là va nous donner aussi des conséquences qui sont très importantes. C'est parmi, je peux connaître, par exemple, une chaleur d'un chemin indirect. Comment? En connaissant des petits chemins. Et là, on va créer ce qu'on appelle un cycle. Regardons l'oxydation, par exemple, de carbone. Pour redonner le CO2, donc là, on ne connaît pas delta HR de cette réaction, la chaleur directe, si vous voulez. Donc ça, c'est un chemin direct. On ne connaît pas cette chaleur. En revanche, on peut appliquer des petits chemins qui vont donner la même molécule. Comment? On va faire une oxydation partielle de C pour donner le CO. Et on connaît cette chaleur-là, qui est dite Q1. On connaît aussi la suite d'oxydation qui va vous donner CO2 à partir de CO. Et là, c'est mis Q2. Voilà. Donc maintenant, on cherche Q. Bon, comment on peut appliquer ce cycle-là pour calculer delta HR? L'idée, c'est quoi? Et que tant que nous avons créé un cycle, ce qui fait la chaleur, elle est engagée dans ce cycle-là. Toutes les chaleurs, toutes les transformations sont dans un cycle. On peut dire que toutes les chaleurs de ce cycle est égale à 0. Et justement, c'est ce que j'ai mis ici. La sommation de tous les delta H 0 des réactions égale à 0. Parce que le cycle ne change pas de chaleur en milieu externe. Toutes les chaleurs sont incluses ici. Voilà. De ce fait, et en suivant, si vous voyez très bien cette flèche rouge, je vous indique le sens de votre transformation. Donc, en appliquant la sommation égale à 0, tout de suite, dans le sens direct, nous avons une delta H positive parce que le sens de la transformation suit le sens de cette flèche rouge. Donc, on va faire, bien sûr, le même signe. Donc, si c'est un signe positif, on va le mettre positif. Si le sens de la transformation est opposé à la flèche rouge, on va mettre moins. Et c'est le cas de delta H1 et delta H2. Si vous regardez bien, le sens de delta H2 est opposé au sens de la flèche rouge. De même, le sens de la transformation de delta H1 est opposé au sens de la flèche rouge. Ce qui fait que delta H pour la réaction 2 et delta H pour la réaction 1 sont du signe négatif. Et ce que j'ai mis ici. Donc, delta H du chemin direct est positif, moins delta H2 moins delta H1 égale à 0.
Ce qui fait que delta H dont on cherche à calculer sa chaleur égale la sommation. De cette conclusion, on peut comprendre une idée très importante, et ça je ne l'ai pas mentionné durant le cours passé, que delta H est une fonction d'état et même est une fonction additive. Regardons, dans cet simple exemple, nous avons eu une valeur positive, mais on peut voir des valeurs négatives si on prend par exemple d'autres réactions chimiques, d'autres transformations. Donc, delta H est une fonction additive. Donc, souvenez très bien qu'une fonction additive s'applique généralement pour une fonction d'état. Et donc, elle peut s'appliquer pour delta H, pour delta S qu'on verra après, pour delta G et ainsi de suite. Voilà, si j'ai essayé de résumer la première loi de la thermodynamique, j'ai basé beaucoup plus sur la chaleur delta H. Voilà. Maintenant, je vais essayer de vous partager le tableau blanc pour vous faire une introduction à la deuxième loi. Voilà. Donc, justement, le cours d'aujourd'hui, c'est la deuxième loi de la thermodynamique. Donc, pour comprendre la deuxième loi de la thermodynamique, il suffit de discuter la nécessité d'application de cette deuxième loi. Et c'est quoi cette deuxième loi? Donc, on va revenir à la première loi de la thermodynamique. Voilà, pour comprendre pourquoi la nécessité de la deuxième loi. Donc, regardons l'expression de la première loi qui est la variation de l'énergie interne qui est égale à Q plus W. Selon la première loi et selon les transformations faites en suivant la conservation de l'énergie, on peut faire des transformations, c'est-à-dire dans toutes les... on peut faire des transformations comme on veut nous. C'est-à-dire, je peux par exemple, si je prends les réactifs, bon, les réactifs, d'après la première loi, je peux les transférer en produit et de même, je peux transférer produit vers réactif. Bon, soit par un chemin direct, soit par un chemin réversible. Même chose ici. Voilà. Parce que selon la première loi, c'est que l'énergie, par exemple, se converte, mais de même valeur. Ça veut dire quoi? Si j'arrive à transformer Q en W ou bien W en Q, je peux faire aussi la transformation de W vers Q. Là, c'est un point d'interrogation ou bien d'exclamation. Est-ce que la nature ou bien dans le cas réel, on peut faire ces transformations? Voilà. Maintenant, pour répondre à cette question, il faut examiner les expériences. Bon, les expériences confirment que, par exemple, pour un travail, je peux transformer. Bon, l'expérience a montré que oui, je peux transformer un travail à une chaleur Q. Et ça s'applique pour l'énergie électrique. Donc, l'énergie électrique, E électrique, on peut la transformer en chaleur. Voilà, chaleur. Mais l'inverse ne se produit pas. La chaleur. Donc là, je n'ai pas mis bien la chaleur. Donc, on peut transformer en physique.
dans l'électricité, on peut transformer un travail électrique en chaleur. Mais est-ce que vous imaginez que si je chauffe, ça c'est oui. Oui, on peut faire cette transformation. Mais est-ce que je transforme Q en W? Bon, ça c'est non. Réellement, cette réaction ne se produit pas dans les conditions spontanées. Regardons, je vais utiliser le mot spontané et justement, c'est la base de la deuxième loi. Donc, ce que je veux dire quoi? Que la première loi ne donne pas. Donc, la première loi ne donne pas le sens, ne donne pas le sens des transformations. Ne donne pas le sens des transformations chimiques. Si je vais appliquer ça pour les réactions chimiques, le sens des transformations. C'est-à-dire, pour lui, toutes ces transformations-là sont possibles. Voilà, ça c'est possible selon la première loi de la thermodynamique. Or, réellement, ça ne se passe pas dans la réalité. On peut voir un seul sens pour cette réaction. Regardons comment j'ai pris ce sens-là, par exemple. Ça, c'est un sens qui s'appelle un sens spontané. Regardons, ça, c'est spontané. Justement, un sens spontané, ce qui fait quoi? Si je transforme R en produit, bien en Pi en réactif, si vous voulez, selon un sens, donc je ne peux pas mettre l'inverse. C'est-à-dire, si Pi se transforme en R, la réaction inverse ne se produit pas dans des conditions naturelles. Donc, ce qui fait quoi? Que cette conservation dite selon la première loi, elle n'est pas applicable pour les transformations qui sont dites irréversibles. Voilà, irréversibles. Donc, irréversible. Donc, ça veut dire quoi? Que maintenant, il faut expliquer pourquoi la première loi ne donne pas des justificatifs pour ces réactions qui sont irréversibles, parce qu'il y a ici, il n'y a pas une conservation de l'énergie. Donc, j'ai donné l'exemple de la transformation de chaleur au travail ou bien la transformation du travail en chaleur. Justement, bon, on peut dire que la première loi, c'est une loi qui est insuffisante. Elle donne un bilan énergétique. C'est vrai que nous avons une transformation de l'énergie interne sous forme d'une chaleur et d'un travail, mais elle ne donne pas le sens de transformation. Et nous, par exemple, les chimistes, c'est ce qui nous intéresse. C'est de dire si notre réaction est équilibrée ou bien elle est directe. Et justement, si vous vous souvenez très bien, durant l'objectif de ce chapitre, nous avons dit qu'il faut répondre aux questions pourquoi certaines réactions sont équilibrées et pourquoi certaines sont directes. Il a justement qui va répondre à cette question. Ce n'est pas la première loi, parce que la première loi, elle donne un bilan. Donc, voilà ça, il faut mettre dans la tête un bilan énergétique et non pas le sens d'une réaction chimique. Donc, on parle maintenant des réactions irréversibles et de l'autre côté, des réactions qui sont réversibles. Donc, voilà. Lorsque vous entendez des mots réversibles et irréversibles, ça vous amène tout de suite à la deuxième loi de la thermodynamique. Deuxième loi de la thermodynamique. Généralement, c'est la loi de la spontanéité, parce que lorsqu'on dit une réaction irréversible, c'est une réaction généralement qui se fait rapidement et spontanément. Dès que vous mettez les produits se transforment d'une façon très rapide, d'une façon brutale pour vous donner les réactifs. Par contre, si j'en prends une réaction qui est réversible, là, c'est un processus qui est long et le rendement généralement est faible et la réaction ne vous donne pas ce que vous voulez en fin de compte. Voilà, donc ça, c'est la notion utilisée durant la deuxième loi, c'est la notion de la réversibilité et l'irréversibilité.
c'est la spontanéité de certaines réactions. Donc, la deuxième loi de la thermodynamique vient de nous expliquer la raison ou bien la cause de ces irréversibilités. Et bien sûr, à travers une fonction d'état aussi, parce que comme nous avons dit dans la première loi, nous avons delta est une fonction d'état et nous avons vu les conséquences tout de suite, c'est delta H. Même la deuxième loi de la thermodynamique est basée aussi sur une fonction d'état qui est très importante et qui vous donne tout de suite une réponse pourquoi certaines réactions se faisant selon un seul sens et pourquoi les autres se font selon un équilibre chimique. Donc, si je reviens au cours, justement, ça c'est l'introduction pour la deuxième loi. Donc, regardons la nécessité, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, que la deuxième loi est basée sur l'irréversibilité de certaines transformations. J'ai pris ici comme exemple physique, la transformation, ce sont des observations expérimentales. Si vous mettez par exemple un objet chaud en contact d'un objet froid, vous allez constater d'une façon spontanée que la chaleur passe d'un objet chaud à un objet froid. Et ce n'est pas l'inverse. Là, normalement, selon la première loi de la thermodynamique, la transformation du froid vers le chaud est un phénomène possible. Parce que, pourquoi, par exemple, un objet froid va afroidir un objet chaud et pourquoi, par exemple, l'inverse? Justement, donc là, c'est un phénomène qui est irréversible, c'est-à-dire le chaud vers le froid, c'est un phénomène qui se fait spontanément. Par contre, l'autre sens, c'est un sens interdit. De même, il y a plusieurs remarques. Chimiquement, par exemple, nous avons des fois, on met un solide comme le sucre ou bien les sels, NaCl par exemple. Si on met ces solides-là dans un état liquide, on constate tout de suite qu'il y a une dissolution. Justement, et pourquoi pas à un moment donné, on ne peut pas récupérer le sucre et le NaCl dans leur état solide. Donc là, il faut poser aussi une question. Pourquoi le sens de dissolution est un sens spontané qui se fait rapidement et irréversiblement, comparaison au deuxième sens? Donc là, ce sont des questions à répondre. Pourquoi l'eau gèle spontanément au-dessus de 0 degré? Donc, si j'enlève la température, l'eau gèle d'une façon, regardons, spontanée. Pourquoi, par exemple, le fer s'oxyde si on met une petite quantité de fer solide en contact avec l'H2O et O2, à un certain moment, on forme une rouille. Mais pourquoi la rouille ne redevient pas le fer solide? Justement, ça, c'est une réaction d'oxydation. Bon, les réactions d'oxydation, donc, normalement, c'était programmé de faire ce cours et voir que certaines réactions sont vraiment spontanées parce qu'elles possèdent une constante K très élevée, c'est le cas d'oxydation. Donc, maintenant, est-ce qu'il y a une relation entre la spontanéité et delta H? Parce que delta H, c'est la conséquence de la première loi. Est-ce qu'on peut faire un lien? Oui, on peut faire un lien. Et comment? Bon, la chaleur QP, c'est la chaleur delta H dégagée, c'est Q dont on parle. Lorsqu'il y a un dégagement de chaleur, on peut dire que notre réaction est favorisée. Retenez le mot favorisée. Favorisée, c'est pour delta H. Et spontanée pour la deuxième loi. Donc, selon la première loi, c'est une réaction dégage de chaleur, c'est-à-dire QP est inférieur à 0. On peut dire que notre réaction est favorable
c'est-à-dire favorable à un certain pourcentage. Parce que pourquoi? Parce qu'on va former des composés qui sont stables. Parce que lorsqu'on dit Q est inférieur à 0, ce qui fait qu'on va former des composés qui sont stables par rapport au réactif. Mais est-ce que le signe négatif garantit l'avancement de votre réaction d'une façon spontanée? C'est ça la question, la clé. Justement, ce qui a été prouvé expérimentalement, que la chaleur qui est négative, ce n'est pas un facteur qu'on peut l'appliquer pour dire que votre réaction est spontanée selon la deuxième loi. Donc là, j'ai mis ici la variation de delta H ne permet pas à elle seule de prédire, regardons, prédire la spontanéité d'une réaction. Donc, pour prédire et dire que votre réaction est spontanée, il faut revenir à la deuxième loi. Et justement, et là, on peut comprendre pourquoi les choses passent d'une façon spontanée en analysant le facteur. Donc, le facteur qui indique que les réactions sont spontanées, c'est le facteur de désordre. Donc, la spontanéité, c'est quoi? C'est le désordre du système. C'est quoi le désordre? Le désordre, c'est quoi? C'est la distribution. Bon, comme nous, on parle de l'énergie. Donc, on parle de l'énergie. Donc, je peux vous donner un terme que le désordre présente le réarrangement de l'énergie dans l'espace d'une façon désordonnée. La répartition. Bon, on peut dire aussi la répartition. La répartition de l'énergie dans l'espace d'une façon désordonnée. Ça, c'est la spontanéité. Le passage de réactif au produit avec une augmentation de désordre de système va vous donner une spontanéité pour cette réaction. Bon. Donc, et ce désordre-là, bon, vous pouvez, ou bien, bon, on peut dire un ordre, si nous avons, par exemple, un réactif, il est dans un état ordonné. S'il passe au produit avec une manière désordonnée, on parle du deuxième fonction d'état, dite l'entropie. Donc, l'entropie, c'est quoi? C'est la façon de distribuer l'énergie en passant d'un réactif vers le produit. C'est-à-dire, si votre énergie, parce que, attention, l'entropie est une énergie, mais elle mesure quoi? Elle mesure le désordre de système. Donc, mettez ça dans la tête. L'entropie, c'est quoi? C'est une chaleur stockée. C'est une chaleur stockée. Par exemple, dans les réactifs, c'est Q. C'est Q qui va être transformé. Mais l'entropie mesure comment l'énergie est distribuée dans une molécule ou bien dans un corps. Si cette énergie-là, elle est répartie d'une façon ordonnée, eh bien le système possède un désordre faible et un ordre important. Et lors d'une transformation, justement, ce qui nous intéresse, c'est la variation de l'ordre de cette énergie. Si le système va changer son ordre à un désordre, eh bien, c'est fort possible que votre réaction est une réaction spontanée. Parce qu'un désordre va vous donner un sens direct. Tous les corps durant les transformations cherchent à avoir un désordre max. C'est-à-dire, par exemple, le cas de solide.
le cas de NaCl ou bien le cas de sucre. Les molécules dans un solide sont ordonnées, c'est-à-dire elles sont confinées. Et justement, le mode de confinement, ça a été appliqué aussi pour nous durant la période de COVID-19. Tout le monde a été confiné. C'est-à-dire on a pris des positions bien déterminées. Donc ça, c'est du point de vue énergétique. Donc l'énergie est confinée dans un endroit. Par exemple, un endroit solide. Lorsque la dissolution de sucre, par exemple, dans l'eau et NaCl, bon, cet ordre va être perturbé. Et on passe à un état très désordonné. Là, on passe à des molécules qui vont occuper un endroit important dans le liquide, par exemple. Et là, toutes les molécules, donc, elles vont utiliser un endroit large de l'environnement. Et ça vous donne une dispersion de l'énergie. Donc, ça veut dire quoi? Que lors d'une transformation où vous avez un désordre, vous avez une dispersion de l'énergie. Mais de revenir de la dispersion à un ordre, c'est un phénomène qui est très difficile. Donc justement, ça traduit le mot spontané. Eh bien, les scientifiques ont essayé de mesurer l'ordre et le désordre par une différence, parce que nous, on cherche en fin de compte toujours la différence, delta U, delta H, delta S, parce qu'on ne peut pas calculer le désordre, le S final, on ne peut pas calculer le S initial, mais on peut calculer la différence durant une transformation. Donc, cette différence est désignée par le terme delta S. Et regardons, j'ai mis delta S, delta, pour vous dire que l'entropie est une fonction d'état. Pourquoi j'ai mis ici positif? Parce que j'ai dit que le désordre augmente. Ça veut dire que l'entropie augmente. Si vous calculez ça par rapport aux réactifs et les produits, vous allez tout de suite constater que delta S, regardons, est positif. Et donc, ce qui fait quoi? Ce qui fait que lors de la transformation où vous avez une augmentation de désordre, votre delta S est toujours positif. Et justement, ça, c'est une conclusion importante pour vous dire que delta S n'est jamais négatif durant une transformation spontanée. Contrairement au delta H, parce que nous avons dit que delta H est la chaleur dégagée, elle peut être positive ou bien négative, mais l'entropie n'est jamais négative. Dans l'ordre des réactions qui sont directes, naturelles, toujours les molécules cherchent à avoir un désordre. Ils n'ont pas un ordre. Donc, ça s'applique pour la phase gazeuse, parce que si vous avez, par exemple, des molécules à l'état gaz, tout de suite, on constate que leur entropie est élevée. Elle est certainement supérieure à l'entropie des molécules qui sont à l'état liquide. Certainement, leur entropie est importante par rapport à l'état solide. Nous avons dit ça. Donc, l'entropie S croît, c'est le système tend vers l'équilibre, certainement. Donc, lors d'une réaction chimique, la réaction se déroule à un moment donné à un équilibre. Donc là, on est pratiquement dans un état où l'entropie est max. C'est pour cette raison la réaction est équilibrée et stoppée. Donc maintenant, vous pouvez répondre à la question pourquoi les réactions sont équilibrées, parce qu'il y a une variation d'entropie, par exemple, faible, pour voir qu'une réaction, comparaison à une réaction directe où vous pouvez voir une augmentation importante de l'entropie. Donc, eh bien, l'entropie, c'est lui qui va vous déterminer le sens de votre réaction. Si la réaction s'accompagne d'une augmentation très importante de désordre, c'est-à-dire que delta S est très positif, là, la réaction est vraiment, elle est spontanée. Mais si le désordre de la variation, elle est petite, on peut atteindre un équilibre chimique où les choses peuvent se stopper. Voilà. Donc, le facteur aussi qui lie l'entropie, eh ben, c'est le facteur
de température, certes. Parce que pourquoi la température a une relation avec l'ordre des 2 heures, ça se comprend. Parce que c'est en travaillant à des températures basses, on constate que les molécules sont plus fixées dans un endroit, donc on peut dire que l'ordre est important par rapport au désordre. Si on augmente la température, bon, les molécules sont dans un état où le désordre est élevé. Donc, c'est pour cette raison que j'ai mis plus la température augmente et plus que le désordre augmente et donc elle s'augmente. Donc, et cette conclusion, ça a été discuté tout à l'heure, qu'un phénomène spontané s'accompagne toujours d'une augmentation de désordre, se poursuit jusqu'à l'équilibre où le désordre est maximum. Donc ça, c'est une introduction pour la deuxième loi. Maintenant, pour quantifier, parce qu'on est en train de discuter une loi qui est le deuxième principe qui est dû à l'énergie. Maintenant, les scientifiques ont essayé de donner une expression, une équation mathématique qui relie la variation de l'entropie, donc qui est égale S final moins S initial. Donc, il y a le savant Clausius, c'est un savant physicien. Il a essayé de donner une quantification pour l'entropie. Il a dit que l'entropie delta S, la variation, égale Q sur T. Voilà, ça c'est l'expression la plus utilisée pour déterminer l'entropie. Donc, c'est la chaleur. Bon, si on travaille à des pressions constantes, c'est delta H. Donc, tout de suite, c'est QP. C'est-à-dire comment elle se fait, cette transformation de chaleur du réactif au produit. Donc, est-ce que cette transformation va vous donner une variation importante de l'entropie ou bien elle va vous donner une variation très faible de l'entropie? Donc, le savant Clausius a déterminé delta S, donc il faut l'exprimer par Joule Kelvin. Et là, il faut mettre une différence entre les unités des delta S comparaison avec delta H. Delta H, attention, ce sont des grandes quantités parce que sont mesurées en kilojoules mol moins 1. Par contre, les entropies, les variations sont très faibles. Regardons, c'est les joules. Donc là, c'est pratiquement une deuxième différence concernant delta S et delta H. Donc delta H, ce sont des valeurs qui sont très importantes de l'ordre de kilojoules. Comparaison delta S qui sont des valeurs des valeurs faibles de l'ordre de joules. Voilà. Donc, delta S, c'est quoi? Définit la répartition de la chaleur, bien comment la chaleur est stockée dans un corps en fonction, bien sûr, de la température. Donc, ici, je vais mettre K-1, Kelvin moins 1. Voilà. Donc, si on revient au cours, donc, j'ai mis ici une expression de Clausius. Donc, l'expression de Clausius, c'est le... Ici, j'ai perdu le cours. Je vais essayer de le voir. Donc, on va revenir à l'expression
de Clausius concernant la variation de l'entropie pour l'univers. Donc, nous avons dit pour la première loi que l'énergie de l'univers est constante. Pour la deuxième loi de la thermodynamique, delta S est positif. Donc, normalement, delta S est une fonction qui n'est pas conservative. Voilà, ça, c'est les résultats de la deuxième loi. Que delta S de l'univers égale delta S de système plus delta S de milieu externe. Et comme certains processus sont irréversibles, donc normalement, delta S doit être positif. Et ça vous donne tout de suite que l'entropie est une fonction ou bien est une énergie non conservative. Elle est conservative uniquement pour des transformations réversibles. C'est-à-dire là, durant les transformations réversibles, vous avez bien sûr la variation de l'entropie égale Q sur T, comme j'ai déjà expliqué. Mais pour des transformations irréversibles, l'entropie est en augmentation, c'est-à-dire des S supérieurs à des Q sur T. Donc ça, cette expression s'appelle l'inégalité de Clausius. Donc pour des transformations, c'est pour conclure, pour des transformations irréversibles, on a toujours delta S supérieur à 0. Et pour les transformations qui sont irréversibles, on peut voir des transformations où vous avez une variation très faible qui peut atteindre dans les processus réversibles 0. C'est-à-dire on peut voir des variations d'entropie qui égalent à 0. Voilà, ça c'est pour la deuxième loi de la thermodynamique. Contrairement aux enthalpies de formation, nous avons dit que pour les enthalpies de formation des éléments à leur état standard, nous avons dit que HF égale à 0. Est-ce que vous imaginez que les entropies sont égales à 0 pour le milieu standard? Bien sûr que non, parce que l'entropie mesure la façon d'ordonner l'énergie. Donc, elle n'est jamais égale à 0, parce que dans tous les cas, quel que soit votre corps, il est à l'état standard ou bien non, à un état non standard, toujours l'entropie a une valeur. Donc, l'ordre toujours n'est pas nul, quel que soit. Donc là, il faut faire attention que les éléments dans leur état standard, leur entropie, n'égale pas 0. Ça, c'est bien sûr, c'est pour mettre les choses claires et pour vous arriver à comprendre la différence entre delta H et delta S. Le plus important aussi qu'on peut faire l'application de la loi S pour les entropies, on peut calculer aussi ce qu'on appelle l'entropie standard d'une réaction qui égale la sommation des entropies pour les produits moins la sommation des entropies des réactifs. Là, j'ai mis une petite réaction pour appliquer ça. Nous avons par exemple ici la formation d'HBr. Donc, cette réaction s'accompagne d'une variation d'entropie qui égale delta S de formation qui est égal aussi delta S de formation, parce qu'on est en train de former la molécule HBr à partir des éléments constitutifs. Donc, si je parle de delta H, ça c'est une delta H de formation, parce que les états H2 sont dans leur état initial, delta H0 égale à 0, delta H0 de BR2, BR2 est un BR2, donc BR2 est à l'état gaz. Donc, on peut dire que delta H de cette réaction, c'est delta H de formation de HBr égale S0 de HBr. Donc, ça, c'est tablé, sont des valeurs qu'on trouve dans les tableaux. Donc, en appliquant la loi de S, on peut voir l'enthalpie de changement de cette réaction.
Voilà, donc ici, j'ai mis pour n'importe quelle réaction, on prend, si vous avez par exemple le composé C réactif, vous avez le composé C, le composé D, donc certainement, vous aurez leur delta S de formation. Trempe standard de la formation. Donc, je crois qu'on s'arrête là. Donc, on reprend la partie restante la semaine prochaine.